Bonjour Pierre de Brague, merci de nous accorder cet entretien pour Nouvelle Voix. Nous allons aujourd'hui parler de votre dernier ouvrage, Dictionnaire de conscience révolutionnaire. Dans un premier temps, c'est la tradition, pouvez-vous vous présenter? Je vais me plier à cette tradition youtubesque, effectivement, où l'intervenant se présente lui-même. Alors, je me présente aujourd'hui comme un militant politique, militant d'égalité et réconciliation, et par la force des choses, auteur chez Contre-Culture, maison d'édition liée à Alain Soral. À l'époque, j'étais rédacteur en chef d'égalité et réconciliation. Voilà, il y a encore peu de temps, j'étais rédacteur en chef. Vous présentez votre livre comme, je cite, une ambition de réinstaller l'authentique réflexion socialiste. Qu'entendez-vous du coup par cette appellation d'authentique? Est-ce que vous vous considérez comme un héritier de Marx, de Engels, de Fourier ou encore de Jaurès par exemple? Ça serait une grande prétention de ma part de me présenter comme un héritier de ces penseurs-là, quoi qu'on pense d'eux justement. J'essaye effectivement de remettre en avant ces courants de pensée et ces penseurs-là, car je trouve que trop souvent la question sociale, la question révolutionnaire, la question socialiste est évacuée des débats par une espèce de petit rire narquois où c'est plus vraiment d'actualité justement, c'est plus en phase avec les préoccupations des gens, alors que justement nous sommes dans une phase très certainement pré-révolutionnaire en France, et ça me paraît essentiel de remettre en avant cette culture-là, cette culture qui correspond d'un certain point de vue presque à notre tradition, à notre véritable tradition, je dirais française en fait. Vous expliquez dans votre livre que la bourgeoisie n'est pas fondamentalement capitaliste, et que la plutocratie est la véritable classe capitaliste de notre époque. Et comment vous justifiez donc ce contre-pied à la fois philosophique et politique qui déplace l'âme du capitalisme des bourgeois aux élites économiques mondialisées notamment? En fait, dans l'ouvrage, je mets en avant deux phases. La phase ascendante de la bourgeoisie et de sa culture, et la phase décadente de la culture bourgeoise. Donc c'est vraiment grandeur et décadence de la culture bourgeoise. Et donc je m'enorgueillis d'être l'un de ceux qui rappellent aujourd'hui que la classe bourgeoise n'était pas vouée à péricliter et à devenir entièrement soumise à la domination capitalistique, et a fortiori à l'heure actuelle a carrément passé la main du contrôle de la question économique et sociale à ce que j'appelle la plutocratie. En termes très concrets, parce que c'est un peu abstrait pour les gens quand on parle de plutocratie, c'est ce mélange des nouvelles élites bourgeoises communautairement très marquées et de l'ancienne aristocratie européenne qui s'incarne parfaitement à mon sens dans par exemple l'affaire Epstein. Si on veut bien lire les carnets noirs de Jeffrey Epstein, on verra que tous les noms composent des protagonistes de ce qu'on pourrait appeler la plutocratie, dans le sens où effectivement ce sont des rouages de la finance internationale ou des épigones des aristocraties européennes. Donc vous voyez, il y a le roi de machin, le prince de bidule. C'est un peu ce monde-là, c'est ce monde de l'ultra-capitalisme qui gère malheureusement aujourd'hui la production culturelle et ce que j'appelle la culture de masse. Et c'est pour ça qu'on a un fort besoin de s'émanciper de cette tutelle, parce que finalement elle n'est qu'un formatage, ce n'est qu'une dynamique d'uniformisation, de contrôle des esprits. Ça fonctionne essentiellement à la censure. L'heure est venue de se libérer de ce carcan. Concernant justement la bourgeoisie, vous parlez beaucoup notamment dans votre livre de la bourgeoisie allemande. Vous faites d'Hegel et de Kant par exemple l'incarnation justement de cette bourgeoisie. Pourquoi est-elle autant singulière selon vous? C'est très intéressant la question de l'Allemagne. En fait, j'explique que la culture bourgeoise, dans un premier temps, a atteint un point d'acmé, un pic, le pic de sa grandeur dans le grand siècle français. Et alors là, je fais référence à des auteurs comme Pascal, Corneille, Molière. Je mets en avant le fait que ces gens-là ont produit, d'une manière ou d'une autre, un sommet culturel dans l'histoire de l'humanité, et que finalement, cette dynamique a été coupée dans son élan, parce que la bourgeoisie française, à proprement parler, a préféré faire des choix, je dirais, plus faciles, plus confortables. Donc c'est pour ça que je parle de compromission avec le capitalisme et le fait de frayer avec une certaine dérive. Ce travail intellectuel et culturel a été poursuivi en Allemagne par des grands penseurs
comme les penseurs de l'idéalisme allemand, donc là on peut parler de Schelling, de Kant, voilà, et a fortiori Hegel est la figure ultime de cette continuation de la grandeur de la culture bourgeoise, à tel point qu'Hegel en est peut-être même voilà, après lui, il n'y a plus de culture bourgeoise quelque part. Et Hegel, c'est le pivot. C'est celui qui nous fait basculer potentiellement dans autre chose. Après, la question, c'est pourquoi l'Allemagne ? Pourquoi la France a périclité ? Donc ça, je l'explique parce que je parle notamment de l'influence du jésuitisme et l'influence du cartésianisme qui ont énormément joué sur les mentalités des classes dominantes. Mais pourquoi en Allemagne le combat culturel s'est continué ? À mon sens, il y a une grosse influence du protestantisme. C'est-à-dire que le protestantisme luthérien a apporté beaucoup de choses en termes de libération, on appelle ça en philo, la libération de la subjectivité et de la conscience individuelle, qui n'est pas individualiste. Et c'est en partie ça qui a fait que le mouvement des idéalistes allemands a pu se développer, je pense, sur ces bases. Donc quelque part, évidemment là encore une fois je saute des médiations, mais quelque part, sans Luther, pas de Hegel. Concernant justement Hegel, vous parlez dans votre livre énormément d'hegeliano-marxisme, qui se revient très souvent comme concept. Quelle est du coup cette pensée qui va mêler Hegel et Marx ? C'est l'histoire du mouvement révolutionnaire, et c'est-à-dire qu'il y a différentes tendances qui se sont affrontées au sein de ces mouvements-là, et il y a une tendance hegeliano-marxiste qui a été vertement combattue. En fait, elle est mise en avant plus par ses ennemis que par elle-même, c'est-à-dire que l'hegeliano-marxisme a été extrêmement combattu au XXe siècle en tant qu'alternative à la réponse offerte par les penseurs postmodernes à ce que j'appelle moi la crise de la civilisation. Et la crise de la civilisation, elle trouve son illustration la plus marquée avec la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, en fait, c'est la concrétisation malheureuse de la crise civilisationnelle européenne ancrée depuis peut-être plusieurs siècles. Et après cette crise de la civilisation, enfin après cette catastrophe, nombre de penseurs de la culture bourgeoise ont voulu y apporter une réponse, c'est le travail des postmodernes, à cette crise de la civilisation, mais sans se retourner vers la culture révolutionnaire. Donc en fait, la bourgeoisie a encore une fois tenté d'éviter la révolution et d'affronter la réalité en face, en détournant le regard de penseurs comme Hegel et Marx qui avaient proposé justement une autre voie. Et en fait, on peut interpréter les penseurs postmodernes, ça va de Sartre à Derrida en passant par Adorno, on peut parler d'Heidegger. En fait, la matrice de la postmodernité, c'est Heidegger et Husserl. Enfin bon, bref, il y a tous ces penseurs-là. Et quand on comprend bien la ligne directrice, le point commun entre tous ces penseurs-là, c'est justement de comment continuer à se mouvoir dans le monde bourgeois, alors que ce monde s'est littéralement effondré sur lui-même, sans tendre la main à ce que représentaient Hegel et Marx et l'hegeliano-marxisme incarné par l'URSS, incarné par le Parti communiste français, incarné par des penseurs comme Lukács par exemple, et plus tard Kluskar, etc. Et en fait on a ce rapport de force qui illustre une tendance profonde dans la bourgeoisie, c'est toujours cette volonté de continuer à tirer les marrons du feu sans se remettre en question. Et ça, je vous dis, c'est très marqué, ça commence très tôt, ça commence pour moi dès le XVIIe siècle. Et ça s'illustre par le fait que la bourgeoisie a refusé, en termes culturels, de s'intéresser à des penseurs comme, je vous dis, Kant, Hegel, puis après les penseurs révolutionnaires socialistes comme Proudhon, etc. Elle a refusé de les considérer, elle a refusé de prendre en considération leurs propositions, et elle a préféré bricoler des espèces de fuite en avant en fait, pour continuer à profiter pour combien de temps encore des quelques miettes finalement de la domination économique et sociale. Et là je fais le bilan, je dis voilà, la culture plutocratique finalement, vous avez passé la main à la culture plutocratique parce que c'était plus simple pour vous et que vous pensiez avoir une belle mort quelque part. Sur le long terme, vous n'échapperez pas à la catastrophe. Vous expliquez qu'elle a refusé de considérer notamment Proudhon par exemple. Pourquoi selon vous il est autant nécessaire de dépasser le marxisme en ayant recours à la philosophie de Proudhon, mais on pense également à Berthe ou à Sorel? Pourquoi selon vous il est vraiment nécessaire dans une optique révolutionnaire de dépasser le marxisme pour aller vers de nouveaux concepts philosophiques? Parce que Proudhon et Sorel sont finalement des penseurs méconnus, excommuniés de la pensée révolutionnaire, on va dire presque institutionnalisée, quoi, enfin on va dire officielle presque, et qu'ils sont à mon sens les penseurs
les plus fertiles, les penseurs de troisième voie, les penseurs qui n'ont pas été exploités, dont les travaux n'ont pas été exploités, alors que les travaux de Marx, d'une certaine manière, parce que je ne mets pas de côté Marx dans cette dynamique, mais une certaine interprétation de Marx a pu être exploitée politiquement. Piocher chez des penseurs plus ou moins méconnus comme Proudhon et Sorel, c'est ce qui va nous permettre à mon sens, de transcender la pensée socialiste et de lui redonner sa vigueur, la régénérer, et la remettre en avant, parce que ça me paraît relativement indispensable. L'avenir de la révolution, c'est pas le marxisme selon vous? Si, ça peut être le marxisme, mais ce n'est pas l'interprétation marxiste qui a prédominé au 19e et au 20e siècle. Je pense que celle-ci, effectivement, que je considère beaucoup trop scientifique, matérialiste et positiviste je considère, ce sont les travaux de l'éminent post-marxien Costanzo Preve qui mettent ça en avant. Je considère que ce marxisme-là, finalement, effectivement, a fait son temps. On peut en faire le bilan, et ce n'est pas vers lui qu'il faudra se tourner pour ouvrir de nouvelles portes. Mais par contre, on peut très bien, et c'est ce que j'essaye de faire dans l'ouvrage, tenter de réconcilier Proudhon avec une certaine interprétation de Marx. Et ça me paraît même aussi, encore une fois, indispensable, nécessaire. On ne pourra pas faire l'économie de ce genre de démarche si on veut vraiment refonder, j'ai envie de dire, le socialisme, même si là c'est un peu pompeux de parler de ça, mais en tout cas la lutte anti-oligarchique, je pense que ce serait fertile de se réintéresser à ces penseurs-là. Tout au long de votre livre, vous élaborez des portraits de nombreuses femmes et hommes intellectuels. Il n'y a pas de femmes. Philosophe. Hannah Arendt. Si, il y a Hannah Arendt. Il y a Hannah Arendt. Voilà. Donc on comprend que pour vous les idées sont importantes, les idées qui ont animé le monde et qui animent également le monde aujourd'hui. Est-ce que du coup vous êtes un idéaliste qui fait des idées l'élément moteur de l'histoire et donc pour votre sujet de la révolution? Non, je me définirais pas comme idéaliste, mais c'est pareil, il y a des exceptions en philosophie, en politique, de l'idéalisme. Alors bon, ça nous amène vers de vastes débats. J'ai mis en avant récemment la figure de Lénine dans le sens où il a transcendé la question de l'idéal par son action, par son volontarisme, et de ce point de vue-là, par exemple, il se rapproche plus, alors que ça peut paraître saugrenu, il se rapproche plus d'un Nietzsche, d'un Bergson, peut-être même d'un Schopenhauer, je ne sais pas, que justement des penseurs idéalistes. Il faut être capable de se dépasser soi-même, et il faut être capable de dépasser les courants, même les courants de pensée de son époque, et les idées de son époque, pour basculer dans l'action. Donc moi je me définirais plutôt proche de la tendance pratique, plus que de la tendance idéaliste ou théorique. Et pensez-vous réellement du coup que votre livre est peut-être une sorte de guide pratique, donc de la conscience révolutionnaire, suffisamment intelligible pour justement éveiller des consciences dans, on va dire, les consciences populaires qui ne sont pas toutes familières avec les codes politiques, les codes philosophiques? Quelle est votre perspective par rapport à ça? L'efficacité matérielle justement des idées de votre livre? Malheureusement, je serais tenté de répondre que non. De ce point de vue-là, le défi n'est pas relevé, mais parce que c'était pas véritablement le défi. Le défi de cet ouvrage, c'était donner des armes sur le champ épistémologique aux militants politiques, ou pas d'ailleurs, qui veut creuser une certaine grille de lecture. Voilà, qui veut creuser l'histoire de la pensée à travers un certain prisme, une certaine grille de lecture, que je revendique un peu inédite et originale, en tout cas que j'exhume, quoi. Et je pense que le manuel dont vous parlez n'existe pas encore, mais peut-être qu'il faudrait que je l'écrive. Peut-être qu'il faudrait tendre vers ce genre de propositions plus concrètes, encore plus concrètes. Là, j'ai fait un travail de fond qui ouvre des perspectives et qui servira très certainement, mais je ne pense pas que cet ouvrage soit brandi comme un manuel révolutionnaire en tant que tel. C'est mon petit livre rouge, mais c'est pas le petit livre rouge en vrai. En quoi, plus généralement, ce livre-là s'inscrit dans une continuité avec les idées et la production métapolitique d'égalité et réconciliation de manière plus générale? Égalité et réconciliation, c'est un mouvement transcourant, fondamentalement. C'est un mouvement qui est basé sur l'idée d'union sacrée entre différentes tendances, différents courants, par rapport à ce qu'on appelle un ennemi commun bien identifié. De ce point de vue-là, je suis toujours moi dans cette logique transcourant et j'apporte simplement une pierre à l'édifice d'égalité et réconciliation
en développant ce qu'on pourrait appeler l'aile gauche de R, quoi, en travaillant sur la question de Proudhon, de Sorel, la question du socialisme. Et je pense que ça a tout à fait sa place au sein de R, parce que justement, ER, c'est ce spectre, c'est la réalisation de ce spectre, tout en maintenant une certaine cohérence. Et en fait, il y a une vraie cohérence, si on veut, pousser entre les travaux de Proudhon et les analyses que peut faire Alain Soral. Entre de Sorel à Soral, il n'y a finalement qu'un pas. Même au niveau de l'histoire politique française, je pense qu'on est dans la bonne ligne, quoi. Est-ce que des hommes politiques du XXe siècle peuvent caractériser une tentative de prise de pouvoir, justement, de cette conscience révolutionnaire? Avez-vous des exemples concrets d'hommes qui ont porté cet idéal? Moi, j'en reviens toujours au même. Pour moi, c'est Lénine, c'est un peu le seul qui a transcendé la culture révolutionnaire et qui l'a porté à un niveau jamais atteint, puisque en fait, il a pris le pouvoir, quoi. Et c'est toute la différence. C'est que Lénine a réussi, par son volontarisme, par sa vitalité, par son sens pratique, justement, il a réussi à matérialiser les idées. Après, on peut débattre évidemment de tout son bilan, de tout un tas de choses, mais c'est ce que je garde en tête. On comprend donc à la lecture de votre ouvrage que la révolution, elle n'est pas un tabou pour vous, bien évidemment, elle est plutôt un horizon. Alors justement, pour terminer cet entretien, on aimerait comprendre cet horizon avec qui et quand arrivera-t-elle selon vous? C'est la grande question prosaïque, c'est que faire, quand? Oui, j'ai des analyses en fait. J'ai des analyses on fait des analyses avec Égalité et Réconciliation, qu'on renouvelle quotidiennement, parce que c'est notre travail de réinformation, c'est le travail du site de R, c'est le travail de contre-culture pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent du fond. Mais loin de moi l'idée de me faire le devin de la question révolutionnaire. Je dis simplement qu'au XXIe siècle, je pense que la prédation capitaliste est tellement marquée et tellement lancée dans sa dynamique que d'un point de vue dialectique, le retour du bâton révolutionnaire aura forcément lieu d'une manière ou d'une autre. Mais après, la forme que ça va prendre, en tout cas, au quotidien, en tant que militant, quelque part, on y travaille. Mais ça ne veut pas forcément dire que demain matin, je vais monter sur une barricade ou je ne sais pas quoi. Après, il faut prendre en considération le contexte, la réalité, les risques. À proprement parler, je pense que des brèches vont s'ouvrir en France dans les prochaines échéances. Maintenant, est-ce que ces brèches vont être exploitées par des gens comme nous ou par d'autres? Ça, personne ne peut le savoir. Personne ne peut savoir comment il va se comporter au moment fatidique. Vous préférez parler justement, pour cet acteur révolutionnaire, de peuple ou de prolétariat? Car c'est un débat actuellement qui anime différents courants de gauche. Est-ce que c'est le prolétariat toujours qui est l'élément moteur de la révolution, ou plutôt nous sommes rentrés dans une nouvelle période où c'est le peuple de manière plus générale? Oui, je pense qu'on est rentré dans une nouvelle période et qu'il faut moderniser un peu la sémantique et la question de la lutte des classes, effectivement. Et comme la prédation capitaliste s'est mondialisée, la lutte des classes, quelque part, s'est mondialisée aussi. Et c'est vrai que maintenant, le nouveau clivage, c'est pas bourgeoisie, prolétariat, c'est plus oligarchie peuple, oui, on peut le dire comme ça. Après, il faut s'entendre sur les termes, il faut définir qu'est-ce que c'est que le peuple. Peuple, ça ne veut pas forcément dire populisme, ça ne veut pas forcément dire prolétariat, mais ça me paraît effectivement l'axe sur lequel baser nos travaux. Merci beaucoup, Pierre Debracq, pour cet entretien, et on se dit à très très bientôt.